En 2023, on est passé dans l'émission Qui va être mon associé sur M6 et pour nous, ça a été une opportunité de dingue. Dans cette vidéo, je vais revenir sur toutes les étapes de sélection des projets pour passer dans l'émission. Ensuite, je vais rentrer en détail sur qu'est-ce qui se passe sur le tournage derrière les caméras, juste avant le passage, après le passage, le rendre vraiment dans tous les détails. Je vais aussi vous parler un peu de la relation qu'on a pu avoir avec l'investisseur avec lequel on a validé le deal. Concrètement, comment se passe cette relation et les échanges qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il nous a apporté. Et bien sûr, je vais aussi rentrer en détail sur les retombées du passage sur l'émission, donc le passage télé qui passe début janvier, en termes de trafic que ça a eu pour nous, parce que ça a été présenté à plus de 2 millions de personnes, en termes de vente pure et dure que ça a fait sur notre site internet, et en termes de retombées B2B et d'opportunités que ça nous a débloquées directement suite à l'émission. La vidéo est un peu longue, je vous invite à mettre en x1,5 pour que ça avance un peu plus vite. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que tout ce que je vous partage est intéressant, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez mettre un like, vous pouvez aussi partager la vidéo si c'est une vidéo qui vous intéresse. Et sans plus attendre, commençons directement. Non, juste faire une petite intro. Donc, juste Capsmi, du coup, comme je vous disais, c'est une marque qu'on a lancée pendant nos études. Donc, c'était en première année d'école d'ingénieur. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on existe commercialement. Année 1, on a fait entre 300 et 400 000 euros de chiffre d'affaires. Année 2, on a fait entre 7 et 800. Et année 3, donc 2023, on a fait 2,5 millions. Donc là, ici, vous avez notre chiffre d'affaires. On a fait un gros rebranding entre la saison 3 et la saison 4. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc j'ai fondé cette boîte avec Jean, qui est juste ici, là. C'est un pote avec qui j'étais en prépa. Et en fait, on s'est dit, bah vas-y, comment est-ce qu'on peut rendre l'usage des capsules réutilisables accessible à tout le monde. Et du coup, on a développé cette boîte et on a développé en gros un coffret dans lequel vous avez un shaker pour réutiliser facilement ces capsules, des opercules, des capsules, du café. Et voilà, et si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous laisse aller faire un petit tour sur le site. Vous comprendrez par vous-même. Donc nous, on est passé dans la saison 3 de Qui est ton associé. On était venu chercher 200 000 euros pour 8% du capital. À ce moment-là, du coup, on était sur notre année 2. On était en train de faire un chiffre d'affaires qui était entre 700 et 800 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, bien sûr. Et du coup, comme on avait tourné en septembre, bah voilà, on annonçait un peu le chiffre d'affaires qu'on allait faire et du coup, on estimait que la valo était à peu près. Enfin voilà, on considérait que c'était un deal qui était assez fair. Alors le monde des valos a pas mal évolué depuis. C'est vrai qu'en 2020, il y avait des valos qui étaient assez monumentales. Les gens pouvaient lever des montants pas possibles juste avec un PowerPoint. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais bon, voilà, en gros, on est arrivé avec cette offre, avec ce montant en tête. On a eu 3 offres. On a eu une offre de Marc Simoncini, une offre de Eric Larchevêque et une offre d'Anthony Bourbon. Et on a validé une offre, celle d'Anthony Bourbon. Et en fait, on a validé 200 000 euros pour 15%. Et je rentrerai dans le détail de pourquoi est-ce qu'on a accepté cette offre plutôt que d'autres au fil du temps. Ensuite, on est passé dans Que sont-ils devenus? Donc là, dans le dernier épisode de la saison 4, juste avant le Que sont-ils devenus de Dijo et de Morphée, qui sont aussi des super boîtes qui sont passées sur Qui est ton associé, qui eux sont encore dans une autre sphère, ils sont encore à un autre niveau qu'on espère atteindre un de ces 4. Mais voilà, en gros, pour voilà, comme ça vous avez un peu le contexte de ce qu'on fait. Maintenant, le premier point dont je vais vous parler, c'est la sélection. Donc, alors, plusieurs points là-dessus. On va voir quels sont les types de projets en fait qui sont amenés, qui ont plus de chances ou pas d'arriver sur Qui est ton associé. Ensuite, on va parler de comment postuler en fait, et notamment du dossier de candidature. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour participer. Et ensuite, on va discuter de toute la phase de sélection des projets. Donc, voilà, on va rentrer là-dedans. Au niveau du type de projet, plusieurs points d'avancement et ensuite d'autres points. Au niveau de l'avancement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous êtes à l'étape du PowerPoint, à l'étape de l'idée, vous n'avez pas de client, vous n'avez pas de preuve de marché, ça va vraiment être super difficile. Ça peut arriver, mais ça va vraiment être super difficile. Le deuxième cas où ça peut poser problème, c'est si vous êtes trop avancé, c'est-à-dire que si vous faites déjà 10 millions, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, si vous êtes déjà complètement rentable, ça peut passer, mais alors sur des chiffres d'affaires aussi monumentaux, c'est juste pas possible. Mais des boîtes qui font 3-4 millions, mais qui sont déjà maxi rentables, c'est vraiment plus difficile de passer. Il y en a chaque année qui passent, mais voilà, si vous êtes au-dessus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça fait partie des boîtes voilà, vous avez clairement moins de chances de passer. Ensuite, au niveau des types de projets, si vous faites des applications, si vous faites des services SaaS, si vous faites du service B2B, si vous faites un truc compliqué sur des NFT ou sur des trucs de crypto et des trucs qui
parlent à personne, ou à peu de monde, ou vraiment des trucs hyper niches, clairement, c'est super difficile de passer sur LinkedIn. Enfin, toujours, encore une fois, il y en a qui arrivent à passer là-dessus, mais c'est plus compliqué. Si vous êtes un business de commerce, bah, il y en a qui sont passés, il y a des coiffeurs qui sont passés, ils avaient 3 boutiques, ils voulaient faire une chaîne, etc. Mais c'est quand même plus compliqué. Là où, entre guillemets, c'est le plus facile, ou en tout cas la typologie de profil qu'on retrouve le plus, c'est voilà, vous êtes une marque de produits du quotidien qui parle globalement à tout le monde, vous êtes une marque de cosmétiques, vous êtes une marque même s'ils ont commencé à avoir un peu marre de voir des marques de cosmétiques à chaque fois, mais en fait, chaque année, il y a des nouvelles marques de cosmétiques qui apportent toujours quelque chose d'original. Vous êtes une marque d'un truc d'alimentation, voilà. Ce genre de truc, ça marche bien, ou sur des projets, sur des trucs un peu niches, mais qui parlent à tout le monde. Par exemple, vous êtes une marque de vêtements sur le handicap. Il y en a qui était passé dans la saison 2, il me semble. Bah, techniquement, tout le monde n'est pas acheteur. Par contre, tout le monde comprend le problème et la solution. Et en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est que les gens comprennent qu'est-ce que vous faites et quel est l'intérêt de votre truc. Si vous faites un truc perché en finance M&A, en M&A, un service, j'en sais rien, bref, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué de passer. Ensuite, ce qui est important, en fait, c'est ce qui est sélectionné, c'est pas uniquement un projet, c'est pas uniquement un produit, c'est aussi en fait des fondateurs. En fait, techniquement, c'est vous qui allez présenter le projet. Donc quelque part, c'est aussi, enfin, il faudra pas mettre en avant que le projet, il faudra aussi vous mettre en avant vous. Alors ça peut faire un peu égocentré, un peu mégalo, mais en fait, techniquement, si vous avez une histoire un peu originale, alors faut pas tomber dans les clichés non plus, parce que, enfin, il faut pas non plus mentir. Enfin, faut pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais voilà, si vous avez une personnalité un petit peu atypique, je pense que vous avez plus de chances de passer, parce que vous allez faire plus de spectacles et en tout cas, vous allez plus intriguer, et du coup, ce sera plus télégénique, et du coup, on va en reparler dans un second temps. Maintenant, parlons du dossier de candidature. Donc, au niveau de la candidature, en fait, là, je viens de taper candidater à qui va être mon associé sur Google. En gros, j'arrive sur cette page. Là, vous allez ici, vous cliquez en gros sur envoyer votre candidature. Et là, en gros, vous commencez à avoir un dossier à remplir. Ça fait un moment que j'ai pas regardé ça, mais et voilà. Et là, du coup, vous commencez à rentrer tout un tas d'histoires. Et là, forcément, je peux pas aller plus loin. Mais vous allez devoir répondre à pas mal de questions, et vous allez devoir faire une vidéo, et ce sera terminé. Alors moi, dans mes souvenirs, c'était un peu différent à l'époque, mais globalement, c'est le fonctionnement a pas vraiment changé. En gros, faut remplir ce dossier-là, et c'est le meilleur moyen de passer sur l'émission. Maintenant, par ordre de priorité, en fait, la vidéo, c'est vraiment ce qui sera le plus important dans votre dossier de candidature, parce que c'est sur la vidéo, en fait, que l'équipe de production aura la capacité de voir qui vous êtes, comment est-ce que vous pitchez votre produit, et en fait, enfin, remettez-vous à la place de l'équipe de production et dites-vous, est-ce que les gars, ils ont envie de, en fait, l'équipe de production, elle veut faire un peu de spectacle quelque part. Elle veut qu'il y ait de la réaction, elle veut que les investisseurs réagissent, elle veut que les spectateurs, en gros, soient en mode ok, stylé. En fait, si vous arrivez avec votre vidéo de présentation, vous bégayez sur chaque mot, et qu'en fait, il y a pas vous n'êtes pas vendeur, en fait, c'est que vous donnez pas envie à la production de vous donner une chance sur le plateau. Bon, en fait, c'est cuit d'avance. Donc, en gros, la vidéo, c'est vraiment le plus important. En gros, vous pouvez super bien répondre aux questions. Si votre vidéo est éclatée, je pense que c'est compliqué. Alors, voilà, moi, je vous parle avec mon expérience. Je dis pas que c'est une vérité absolue, mais pour moi, la vidéo, je pense qu'un format qui fonctionne bien, c'est essayer d'être synthétique, pas partir sur une vidéo de 10-15 minutes. Franchement, ça emmerde tout le monde. Restez sur 3 minutes. C'est bien si vous êtes authentique. Faites pas des trucs avec une caméra trop pro, etc. Justement, il faut jouer en fait sur le côté où vous n'avez pas de moyens, et justement, c'est aussi pour ça que vous passez sur l'émission. Si votre vidéo est trop pro, ça va faire trop institutionnel, et ça va pas être assez sincère, assez authentique. C'est important de répondre à 3 questions pour moi sur cette vidéo. C'est qu'est-ce que vous faites, qu'on comprenne rapidement ce que vous faites, votre produit, votre service, votre application, votre truc, je sais pas quoi. En gros, il faut qu'on comprenne concrètement qu'est-ce que vous vendez, à quel prix, comment, pourquoi. Pour moi, une autre question à laquelle il faut que vous arriviez à répondre dans cette vidéo, c'est qui êtes-vous concrètement, voilà, quel est votre passé, pourquoi est-ce que vous êtes lancé là-dedans, et en fait que vous puissiez raconter votre histoire, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le projet, mais il y a aussi les fondateurs, et en fait c'est le couple fondateur-projet qui est sélectionné, c'est pas que le projet ni que le fondateur. Donc voilà, faut vraiment que vous ayez bien ça en tête. Et autre truc hyper important, c'est répondre à la question pourquoi est-ce que vous voulez lever, et il faut que vous puissiez matérialiser cette question, je pense. Hein. C'est-à-dire que si vous dites
moi je veux lever 3 millions, donc c'est juste énorme. Hein, on vient pas pour lever 3 millions sur Capone Associé, hein, on vient pour lever quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. C'est dur d'aller lever beaucoup plus. Il y avait Bob le lave-vaisselle à une époque qui avait validé sur le plateau une levée je crois qu'ils avaient validé une proposition globale à 1 million. Derrière, ça a été refusé, je crois. Mais voilà, globalement, l'ordre de grandeur des montants que vous venez lever, c'est quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers. Il faut que vous soyez capable d'expliquer à quoi va servir cet argent et il faut que ce soit crédible. C'est-à-dire qu'en gros, si vous dites voilà, je veux 30 000 euros pour monter une usine, bon courage, parce que 30 000 euros, on paye à peine un CDI, quoi. Donc avec les charges à tout bazar. Donc voilà, en gros, faut que ce soit assez bien rodé là-dessus. La vidéo, franchement, ça vaut vraiment la peine d'y passer du temps. C'est vraiment le plus important. C'est vraiment là où vous pouvez communiquer le plus de choses le plus rapidement possible dans l'inconscient et consciemment avec ce que vous allez mettre dedans. Donc il y en a qui sont assez créatifs. C'est Emily donc de Detective Box. Donc en gros, c'est elle qui a fait Detective Box. Donc en gros, c'est un jeu de détective. Bon, voilà, vous pourrez regarder ça. Si vous remontez dans ses posts LinkedIn, vous verrez sa vidéo de candidature. Elle est quand même assez originale, assez personnelle, et je trouve un truc qui capte quand même assez bien l'attention. Donc après, c'est dans son style, mais voilà, je pense que c'était assez original et j'imagine que ça a plu à la prod. D'ailleurs, elle a été prise et son pitch est trop bien. Je pense que c'est partie des bonnes refs à regarder. Ensuite, du coup, il y a le dossier classique, répondre aux questions. Dans les trucs à pas dire, dans les questions qu'on me pose de temps en temps, en tout cas, c'est pas clair pour tout le monde, mais le dernier truc à dire, c'est dire que vous voulez aller sur quel ton associé pour la notoriété. Clairement, en fait, techniquement, on candidate pas à que ton associé. Évidemment que tout le monde a envie, en fait, c'est une vitrine médiatique de dingue, en fait, c'est une opportunité de ouf. Donc clairement, tout le monde en fait a envie de pouvoir être représenté comme ça à 2 millions de Français, en même temps qu'en fait avoir la possibilité d'avoir un associé et des investissements. Mais là où il faut vraiment insister, c'est en fait vous venez d'abord pour avoir un associé et pour lever des fonds, parce que vous avez vraiment besoin de lever des fonds avant de profiter en fait de cette opportunité média dans tous les cas, quoi. Donc pour moi, ce qui est vraiment important dans les questions, c'est qu'on arrive à croire que vous avez vraiment besoin de cet investissement, parce que techniquement, de ce que j'ai entendu, donc c'est des bruits de couloir, mais je crois que la prod, en fait, on a un peu marre des projets qui viennent sur l'émission uniquement pour faire leur pub, et justement, en fait, ils essayent de je crois, hein, donc, pareil, c'est des bruits de couloir, tout ça, donc à prendre avec des pincettes, mais je crois que dans leurs éléments en tout cas, je crois que ça fait sens, mais bref, je crois que dans leurs éléments de décision, sur en gros savoir est-ce que tel projet ils le prennent ou pas. Il y a aussi le fait de savoir si le projet est là uniquement pour la notoriété sur M6 ou parce qu'en fait ils cherchent vraiment des fonds. Et en fait eux, le cœur de l'émission, c'est en fait proposer à des projets de rencontrer un investisseur qu'ils n'auraient probablement jamais rencontré dans leur vie, et pour rendre ces rencontres possibles, en gros, faut dégager les boîtes qui n'ont pas besoin de faire ces levées, quoi. Donc c'est hyper important en fait, justement d'insister sur le fait que vous avez vraiment besoin de à la fois d'un associé et aussi de ce montant là-dessus, quoi. Donc c'est vraiment le cœur du dossier, et le cœur de vos réponses doit vraiment être focalisé là-dessus, sinon c'est sûr vous allez vous faire éclater. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est la valo. Alors, faut avoir en tête que les valos sur le plateau, en général, sont plutôt à la baisse. C'est toujours un peu plus bas que ce qui se fait. Et là-dessus, faut pas chipoter. En gros, si la prod vous dit, voilà, la valo est un peu haute, en fait, vous pouvez rentrer dans un dialogue de sourds et dire non, c'est ça la valo de la boîte, etc. Mais en fait, je pense que le passage sur l'émission compense le fait que la valo soit un peu à la baisse, et même les investisseurs ont tendance à revoir les valos à la baisse de manière générale. Donc là-dessus, en fait, faut que si la prod vous dit la valo c'est 1, en gros, faut que vous répondiez ma valo c'est 1,2, et du coup ça passe. Mais si en gros vous dites ma valo c'est 3 et que la prod vous dit non, ta valo plus que 1, ça va être compliqué. Là, faut pas commencer à déconner. C'est le moment où il faut plutôt s'aligner sur 1,5, 1,3. Donc voilà sur la valo. Et du coup, si votre valo est complètement déconnante et qui vous challenge un peu dessus, faut que, pareil, en fait,
il y a beaucoup de projets en fait qui arrivent qui sont encore assez embryonnaires, donc ils vont pas forcément vous en vouloir si vous n'êtes pas hyper carré sur tous les sujets, parce que c'est aussi l'opportunité de cette émission en fait, c'est de rencontrer un des investisseurs qui justement va vous aider sur tous ces sujets. Mais voilà, je pense qu'il faut pas trop chipoter. Ensuite, sur la sélection des projets. On participe à l'émission Qui veut être mon associé le 4 janvier. On vous explique comment ça s'est passé pour le casting. C'est parti, je viens juste d'envoyer le mail avec le dossier, la vidéo qu'on a montée. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, là, ça fait 3 mois là qu'on n'a pas eu de retour. Ça me paraît un petit peu mort. On vient de recevoir un mail de malade. A priori, c'est rendez-vous sur Paris avec Elodie. Ça s'est super bien passé. On va être tenu au courant dans la semaine. Je viens d'avoir Elodie au téléphone qui me dit qu'on est passé l'étape de la présentation au producteur. Donc ça, c'est super mignon. Après avoir fait un questionnaire, une vidéo de présentation, un questionnaire avec 70 questions, un rendez-vous en physique, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est officiellement en tournage pour Qui veut être mon associé en septembre. Donc c'est pas encore gagné, on peut ne pas être diffusé. C'est la 3e fois que la prod nous appelle pour savoir si on peut pas décaler la date de tournage. Ils veulent qu'on passe mardi prochain, donc ça nous fait à peu près plus de 10 jours de préparation en moins. Mais là de toute façon on n'a plus trop le choix, donc on va se plier en 4. On sera là mardi prochain, la pression commence à monter un peu quand même. Donc, il y a 2 voies de sélection des projets. Il y a l'émission en fait qui peut aller chercher des projets qui n'ont pas candidaté à l'émission, qui va les chercher par elle-même. Donc en gros, régulièrement en fait, il y a des boîtes qui n'ont pas candidaté, mais c'est l'émission qui allait les chercher. Donc ça, franchement, c'est trop bien pour ces projets qui sont pris. Mais en fait, il y a aussi une autre partie de la sélection qui se fait, une grosse partie de la sélection qui se fait en fait sur l'étude des dossiers. Donc, je sais pas combien de centaines voire milliers de projets ils reçoivent, mais il y en a vraiment beaucoup. Et à la fin, il y en a quelques dizaines qui sont sélectionnés. Donc, d'où l'importance en fait d'avoir été hyper impactant dans la vidéo et de leur avoir bien fait la démonstration que le jour où vous êtes en position d'être sur ce plateau, vous allez faire l'expression, c'est pas non plus un show, mais en fait, votre projet va parler et ça va faire réagir. Donc, ils étudient le dossier. Soit ils vous appellent pour vous dire, enfin, ils vous envoient un mail pour vous dire, bah non, on est désolé, tu seras pas pris. Alors, il y en a qui essaient de négocier, etc. J'en connais qui ont réussi à être repêchés après, mais c'est quand même pas ce qui se passe de manière générale. Soit en fait votre projet leur a tapé dans l'œil à cette étape du dossier et ils vous appellent, ils peuvent vous demander des informations complémentaires, ils peuvent vous challenger un petit peu. Nous, je sais qu'on avait dû les rencontrer en vrai pour leur présenter le produit en vrai, etc., qu'ils voient, etc., qu'ils vérifient tout ce qu'on leur avait dit en amont. Et nous, en tout cas, à la suite, alors tout le monde n'a pas forcément une demande de rencontre, etc., mais nous, on en avait une. Et à l'issue de cette rencontre, ils nous avaient dit, bon, bah ok, c'est bon, vous avez l'accord de la prod, on peut y aller. Le tournage, c'est court en septembre, on vous communique une date. Et là, quand je vous dis ça, on est à peu près en fin juin, début juillet, quand on arrive là. Donc la sélection, ça commence à peu près fin mai et ça finit fin juillet à peu près. Et ça peut même aller en fait jusqu'à. Il y en a qui peuvent être repêchés jusqu'à la veille du jour de l'émission. Donc voilà sur la première partie qui est la partie sélection, qui n'est pas une petite partie. Alors maintenant, la partie la plus marrante dans l'expérience, en tout cas pour nous, c'était vraiment le tournage. Donc sur le tournage, il y a tout ce qui se passe avant le jour du tournage et après il y a tout ce qui se passe le jour J. Donc pour tout ce qui se passe avant le jour du tournage. Comme je vous le disais, la sélection, en gros, à peu près à partir de juillet, dans les schémas classiques, globalement, ils nous disent OK, ça va le faire, non, ça va pas le faire. Le tournage, ce sera en gros, c'est à peu près entre 3 et 4 semaines, courant septembre, et ils nous communiquent une date. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette date de tournage, elle peut bouger. C'est-à-dire que nous, ils nous avaient dit un truc genre vous allez passer le 23 septembre, et en fait. Et en fait, plusieurs fois, ils nous ont appelés, ils nous ont dit attends, est-ce que tu peux passer aujourd'hui, est-ce que tu peux passer demain, etc. Et à chaque fois, on disait non, en fait, parce qu'en gros, on avait booké un transporteur pour ramener une partie de notre stand, etc. Et en gros, en plus, on avait des salons, enfin, en fait, on avait plein de trucs qui disaient que pour nous, c'était difficile de changer la date de tournage. Mais avec du recul, je pense que j'aurais pas joué à ça. Je pense que quand la prod vous appelle et vous demande est-ce que tu veux bien modifier venir plus tôt, c'est-à-dire que nous avait dit 23 et peut-être que le 8 il nous avait dit attends, tu veux pas venir le 9, là faut pas réfléchir, faut dire oui direct. Et en fait il y a des gens qui avaient une date
par exemple, je sais rien, le 18, et en fait la prod leur dit en fait le 16, bah écoute en fait non, tu pourras pas passer. Donc ça c'est terrible, c'est franchement c'est horrible. Donc franchement ne déconnez pas quand la prod vous dit date de tournage c'est tel jour, vous dites ok trop bien. Si vous demande de bouger, vous bougez, vous réfléchissez pas, vous les arrangez. Et nous on a vraiment joué là-dessus. Alors ça nous posait vraiment, enfin vraiment c'était vraiment pénible sur le moment de bouger, etc. On n'a pas fait nos princesses pour rien non plus, quoi. C'est qu'on avait des bons éléments qui faisaient qu'en fait pour nous c'était quand même compliqué de bouger à la date. Mais en fait par rapport à l'opportunité que c'est de passer sur M6, sur Captain Associé, et de l'expérience que c'est en fait, enfin faut pas déconner. Quand la prod vous demande de bouger, vous bougez, vous pliez en quatre. Mais voilà. Après, dans les trucs qui se passent, si vous ont validé la date, ensuite vous êtes contacté par ceux qui gèrent la déco, et là du coup vous mettez d'accord sur qu'est-ce que vous allez mettre sur le stand. Comme vous pouvez voir en fait à chaque fois d'un projet à l'autre, la déco change. Il y a des projets qui ont plus de déco que d'autres, ça demande plus ou moins d'investissement, enfin d'investissement temporel, je veux dire d'échange ou quoi, mais voilà, il y a quand même pas mal d'échanges à faire là-dessus. Il faut voir en fait ce que vous. Je crois qu'on avait acheté des trucs en plus, du coup qu'on utilisait sur des salons, et qu'on avait acheté aussi en ayant en tête qu'on amènerait quelques meubles et quelques trucs sur enfin pour le jour du tournage. Ensuite, il y a aussi le pitch. Donc en gros le pitch c'est qu'est-ce qu'on peut dire, un pitch, c'est en fait c'est la présentation du projet, et globalement 2 mois avant en fait on doit valider un script avec eux. L'objectif de ce script c'est qu'il dure 3 minutes, et voilà, et en fait ce script est validé par la prod et techniquement on s'engage plus ou moins en fait à suivre ce script. Alors pareil, vu comment on est organisé, on leur a envoyé un premier script et on a dit oui, on leur envoie, et en fait c'était une V1. Pareil en fait, plus vous minimisez les échanges avec la prod, plus vous les arrangez, plus mieux c'est pour vous, quoi. Donc en fait la première version du script, c'est mieux si c'est la bonne. Nous en gros on avait envoyé une première version du script qui faisait le travail, mais en fait qu'on leur a demandé de modifier peut-être 2-3 semaines avant, avec nos propositions qui étaient beaucoup mieux foutues, et ça n'a pas posé de problème, mais voilà, faut pas non plus trop jouer avec ça. Ensuite, il y avait, on avait des calls avec un coach. Donc en gros, ils ont 2 personnes, je crois. Nous, c'était Raphaël, qui était vraiment top. En fait, on prend le temps de faire une visio avec lui avant l'émission, et en fait, c'est lui qui vient notamment nous challenger sur la valo. C'est lui qui vient nous donner quelques conseils, qui vient nous donner un peu des insights sur, enfin qu'on peut dire ouais, pas des bruits de couloir, mais qui en gros qui vient nous dire bah voilà, t'es l'investisseur et plutôt comme ça, enfin qui vient nous donner quand même un peu des informations sur comment ça se passe vraiment, comment sont réellement les investisseurs, etc., et qui du coup nous partage un peu son expérience, parce que maintenant il a quand même plusieurs saisons derrière lui. Il nous dit bah voilà, dans telle situation c'est mieux de faire comme ça, etc., et qui nous prépare en fait et qui nous challenge. Et dans tous les trucs de coaching, etc., j'étais assez impressionné de la pertinence du gars. Et en fait il y a pas mal de, je vais revenir dessus derrière, il y a pas mal de conseils qu'il donnait qu'aujourd'hui j'applique encore. Donc voilà, c'était un truc, au début je me disais ouais vas-y on va faire un truc avec un business coach, c'est bon, j'en ai ras le bol. Et en fait non, le mec était vraiment quali, et c'est vraiment cool que la prod nous mette à disposition un gars comme ça qui en fait qui dans les faits nous coach. Et en plus le mec était vraiment pertinent, donc c'était vraiment cool. Enfin, en tout cas moi j'avais vraiment bien apprécié. Et là pareil, il y a encore des discussions sur la valo avant, c'est toujours le sujet. Voilà, nous on est arrivé, on voulait une valo un peu plus haute, et une disait non, enfin une valo un peu plus basse. Voilà, donc on discute, et ça fait partie du jeu. Donc ça c'est avant le jour J. Il y a quand même pas mal d'organisation. Nous en fait, quand on amenait un stand, enfin on amenait des meubles, etc., en gros on avait dû prendre un transporteur avec un camion. Du coup il y avait des trucs un peu opérationnels de bah vas-y, comment est-ce qu'on va venir décharger, comment on vient se garer, 2-3 trucs comme ça. C'est dans le nord de Paris, donc c'est pas non plus, enfin pour nous c'était facile parce on était à côté de Paris. Mais voilà surtout ce qui se passe avant le jour J. Maintenant le jour J, et là c'est le grand jour. En vrai ça reste naturel pour ce genre Donc là on est vu jury. Ok, donc on est tous en place pour regarder en direct. C'est parti, on est pendant la pause.
C'est mon tour. Hop, on retrouve l'équipe. Juste après le tournage des beaux gosses. Et on perd pas les bonnes habitudes, hein. Toujours pas. Allez, Chine. Alors, juste sur avant le jour J, le pitch, vous le connaissez par cœur et vous l'avez répété 10, 15, 20 fois. Bon, dans les faits, on l'a vraiment beaucoup bossé 2 jours avant, mais ça suffit. Mais voilà, vraiment le pitch, c'est vous l'avez fait, vous l'avez refait, refait, et nous on le connaissait vraiment par cœur. Et nous on en avait besoin, mais je pense que tout le monde a besoin de le connaître par cœur. Et je pense que, enfin, c'est un passage obligé en fait. Faut le répéter sur l'intonation, etc. Faut demander à des proches leur retour et faut s'entraîner à le faire, quoi. Ensuite, il y a le jour J. Donc, il y a tout ce qui se passe avant le passage et après, il y a tout ce qui se passe pendant le passage. Allons-y. Alors, en gros, nous, on est arrivé, donc je sais pas, on était courant. Finalement, on avait fini par modifier la date à la fin parce qu'on nous avait dit là, en fait, c'est soit tu passes telle date, soit tu passes pas. Donc, on avait trouvé la solution. En gros, on arrive, l'équipe de prod est vraiment top, vraiment trop sympa. On est arrivé avec, donc on est arrivé, je crois, vers 17h à peu près, et nous, on passait face aux investisseurs vers 21h. Donc ça fait quand même tard, ou 20h30, donc ça fait vraiment tard. Et pourtant, en fait, avec tous les éclairages, c'est assez impressionnant, hein. C'est un grand hangar qui est divisé en deux. Il y a la partie en fait avant l'émission, il y a la partie de l'émission, et après sur les côtés, en gros, il y a un peu toutes les équipes de régie et tout le SAS. Mais bon, bref, en gros, c'est un gros hangar. On arrive, voilà, tu peux boire, t'as des trucs, enfin vraiment ils te mettent à l'aise, ils sont vraiment super sympas. Tu peux arriver avec tes accompagnateurs, enfin en gros avec des potes, avec des collègues, etc. C'est vraiment très cool d'avoir du monde qui vient avec vous. C'est trop bien notamment parce que c'est eux qui vont pouvoir vous aider en fait à venir installer le stand si vous avez beaucoup de choses à mettre en place. Eux ils vont pouvoir regarder l'émission en régie, ils vont pouvoir profiter pour faire quelques vidéos de com, etc. Moi, c'est vrai que j'étais un peu dans ma bulle, j'étais un peu focus. Moi, j'ai juste mis un petit truc bien briefé avant. C'est vrai que nos potes étaient vachement enthousiastes et tout, et moi j'étais juste en mode oh vas-y, taisez-vous là, juste j'ai envie de me focus. Et en fait, le truc c'est qu'on est sollicité de partout, et voilà, c'est juste. Bon, c'était franchement toute l'équipe ont vraiment été trop cool et heureusement qu'ils étaient là. Mais c'est juste que ça peut vous pouvez avoir l'impression en gros de perdre le contrôle, quoi. Donc il y a pas mal de choses qui se passent avant le passage. Il y a l'étape de maquillage, coiffage. Donc ça c'était une grande expérience pour moi parce que c'était marrant. Enfin en gros ils m'ont fait une coupe que j'ai jamais. Donc pareil, il y a le maquillage, il y a pas mal d'interviews et d'inserts. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait ils vous font des plans face cam, bonjour, comment tu t'appelles, etc. Ils vous demandent ah bah là en fait qu'est-ce que tu fais avant un grand événement? Je sais pas, je vais dire bon, j'écoute de la musique. Ils vont me dire ah ok bah du coup écoute de la musique et voilà, et j'en sais rien, discutez entre vous, etc. Ils vont essayer de capter quelques images comme ça pour en fait derrière avoir des images à mettre au montage en plus que le passage en lui-même, et tout ça se fait essentiellement avant le passage. Il y a tout un point discussion sur la déco, parce qu'en fait nous on arrive avec tout notre matos, mais en fait le truc c'est que quand toi t'arrives sur l'émission, il y a d'autres boîtes qui sont en train de tourner sur l'émission. Donc en gros tu vois des gars qui sortent de l'émission et qui viennent juste de passer devant les investisseurs. Je vais y arriver. Et voilà, et en fait c'est un truc, ça tourne, et en fait les stands et les décos ça se fait vraiment en 10-20 minutes, quoi. Donc à peine, quoi. Donc faut vraiment que ça dépote. Donc là du coup on fait un gros point avec la personne qui gère la déco, et voilà. Ensuite, donc du coup, quand le passage d'avant toi c'est terminé, en gros, t'as 10 minutes pour installer, pour que ton équipe en gros installe la déco. Et pendant ce temps-là, les investisseurs, tu les croises pas. Ils sont dehors, ils prennent, je sais pas, enfin ils prennent un dîner ou je sais pas quoi. Et là, il y a un peu un point technique avec la production. En gros, tu leur expliques hein, plus ou moins ton produit, ton projet, etc. Tu leur dis en gros où est-ce que tu vas te déplacer. Là, ils te donnent plein de consignes. Ils disent bah voilà, là il y aura les caméras, là il y a le son. Tu fais pas ça, tu te mets pas ici. Alors là, tu vois, il y a un scotch par terre. Tu dépasses pas ce scotch. Plein de trucs hyper concrets, etc. Et en fait, à ce moment-là, c'est à la fois moi, je sais que j'avais envie d'être focus sur mon passage, mais en fait, non, à ce moment-là, en gros, il faut être focus sur ce qui te raconte. Et à ce moment-là, en fait, t'es pas en train de te dire, attends, est-ce que la déco a bien été gérée, tu vois. Donc là, c'est là que c'est hyper important d'avoir des gens qui sont avec toi si ta déco est importante. Ensuite, arrive le grand moment, le passage. Alors,
Dans le passage, il y a plusieurs parties. Il y a le pitch, il y a les questions-réponses, et ensuite il y a les propositions. Partons directement sur le pitch. En gros, on arrive, tu pousses les portes, et là, c'est ton moment, quoi. C'est le moment. Le début, moi j'ai mis que le début était un peu étonnant, c'est-à-dire que en fait, tu arrives sur le parquet, et en fait, les investisseurs sont quand même assez loin. T'as des gros spots dans la figure, t'as beaucoup de lumière, et en fait, tout le monde se tait au début parce que je sais plus pourquoi, mais en gros, il y a une histoire de il faut qu'ils calibrent le son ou je sais pas quoi. Ce qui fait qu'en fait, au début, il y a rien et en fait, t'attends le top de la prod pour commencer. Donc déjà, c'est un peu chelou, tu vois. Genre, tu les vois, mais t'as pas trop le droit de communiquer avec eux au début. Enfin, c'est un brin chelou et genre, t'as pas commencé ton pitch et c'est voilà. Nous, je sais que quand on a commencé à pitcher et là, il y a la prod qui a dit stop, stop et boum, on a recommencé. Et après, par contre, sur tout le passage, ils nous ont pas coupé. Et là, pas du tout invasif, rien du tout, on les voit même pas. En fait, toutes les caméras, c'est téléobjectif, c'est fait de super loin. Nous, on n'a rien vu de l'équipe de prod, ou en tout cas, je m'en suis même pas rendu compte. Et franchement, de ce point de vue-là, c'est trop bien. Nous, il y a eu 1h30 de passage, et à la fin, au montage, il y avait 20 minutes. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, au début, tu commences par le pitch. 3 minutes max, il faut que ce soit efficace, faut que ça enchaîne, etc. Et ça, la prod, ils t'ont bien dit, tu avais 3 minutes, t'as pas plus, quoi. Et ça, là-dessus, faut pas déconner, tu vas à l'essentiel. Pour moi, sur le pitch, plusieurs choses. C'est important de mettre du storytelling. Donc, en gros, alors, faut pas trop en faire, mais faut quand même raconter une belle histoire. Pas que pour les investisseurs, mais aussi juste pour le public. Ensuite, c'est important de commencer à mettre de la réassurance. En fait, en 3 minutes, tu peux pas tout dire, mais du coup, il faut vraiment que tu ailles à l'essentiel. Et du coup, en termes de réassurance, en gros, il faut que tu donnes quelques chiffres, ton nombre de clients, les chiffres qui te mettent en valeur, forcément. De toute façon, tu peux tout faire dire aux chiffres. Mais en gros, ton chiffre d'affaires, ton nombre de clients, ce genre de choses. Et dans ta manière en fait de faire ton pitch, c'est pas un PowerPoint slide 1, slide 2, tu vois, faut que tu racontes une belle histoire et que à travers cette histoire, tu mettes en valeur ton produit, tu mettes en valeur ceci, cela, et en fait, tu racontes une histoire et dans cette histoire, tu mets des éléments de réassurance, tu mets des réponses techniques, tu mets 2-3 trucs, etc. Et c'est vraiment important du coup de bien travailler son pitch, mais ça du coup, ça dure 3 minutes. Tu peux, et ça peut être très pénible, faut faire attention au pitch interactif où tu poses des questions, etc. Parce que en fait, entre guillemets, les investisseurs sont des, enfin, c'est pas que c'est des grands enfants, mais un peu quand même dans le sens où en fait, si tu commences un truc interactif, en fait, eux, ils vont continuer. Tu vois, et en fait, tu commences ton pitch et en fait, tu voulais faire ton pitch et en fait, normalement, ils respectent ton temps de parole, mais ça peut arriver qu'ils te coupent ou ils réagissent ou ils surréagissent et puis en fait, ils commencent une discussion entre eux et t'es perdu et t'as pas pu dire ce que tu voulais et ça part en steak, quoi. Donc voilà, faut faire gaffe aux trucs interactifs. Il y en a qui sont justement Detective Box et Mini qui étaient passés juste avant nous dans l'épisode 1 de la saison 3. Super forte son pitch, hyper à l'aise, hyper naturel et tout. Nous, c'est vrai qu'on avait un peu le seum parce que on était un peu crispés parce que en fait, on n'a pas trop compris. On avait pas mal pitché dans d'autres occasions dans des grandes salles face à pas mal de monde, etc. Mais là, ce jour-là, on sait pas pourquoi, mais on était un peu tendu. On n'était pas aussi souriant qu'on aurait aimé. On n'était pas aussi à l'aise que ce qu'on aurait aimé. Et en fait, on était quand même content d'avoir bien répété le pitch en amont pour pas se perdre. Mais voilà, c'était bizarre. On n'était pas aussi à l'aise que d'habitude parce que c'est un exercice que tu fais pas tous les jours, quoi. Ensuite arrive la phase des questions-réponses. Alors là, c'est là que tout se joue en fait. Le pitch, en gros, tu limites ta casse, mais les questions-réponses, c'est là que tout se joue. C'est là qu'en fait, soit tu sors par le haut, soit tu sors par le bas, soit tu fais un truc moyen, quoi. Et là, j'ai eu quelques tips que du coup nous avait donné le tips. C'est quand un investisseur te pose une question, c'est pas par exemple combien vous avez de clients. Et qu'en gros, si t'as pas beaucoup de clients, en gros, t'as envie de dire, alors nous, en fait, on a commencé il y a pas très longtemps, donc voilà, faut avoir en tête que, en fait, tais-toi. En gros, tu réponds à ta question, t'as combien de clients, j'ai 20 clients, par exemple, et ensuite t'argumentes. Mais il faut avoir en tête, etc. Et en fait, s'il a envie de te couper, il te coupera. Mais c'est hyper important, on te pose une question, tu y réponds, point barre. Parce que sinon, c'est vraiment pénible. Et eux, ils en ont marre, en fait, de pas avoir des réponses à leurs questions. Et ils ont bien en tête que la plupart des projets de toute façon sont pas forcément hyper matures. Donc en fait, quand ils vont te poser des questions qui dérangent, c'est important en fait que tu répondes
très honnêtement et très clairement. Et justement, en fait, si ta réponse, par exemple, je sais pas, si t'as pas beaucoup de clients, si tu commences d'abord à argumenter et qu'ensuite tu réponds, en fait, ça démontre que t'es pas à l'aise avec cette réalité. Alors qu'en fait, si tu es à l'aise avec cette réalité et que tu réponds et qu'ensuite tu donnes une explication logique, et ben en fait c'est la même réponse, c'est la même réalité, mais juste ta manière d'apporter une justification est beaucoup plus smart. Bon bref. Ensuite, pas de discussion de comptoir. C'est-à-dire, par exemple, je sais rien. Bon, par exemple, on va prendre la mobilité électrique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça fait peut-être moins débat, mais en tout cas, à une époque, en gros, tu avais un reportage qui disait que les voitures électriques c'était génial, un autre reportage qui disait que les voitures électriques c'était pas génial. En fait, la réalité, c'est que les gens ils ont ça plus ou moins rien, parce que les investisseurs aussi ils ont ça plus ou moins rien, et qu'en fait, si t'as un investisseur qui est en mode la voiture électrique c'est nul parce que les batteries elles viennent du bout du monde et qu'en fait t'as jamais amorti, je sais pas quoi, en fait, il y a tout un raisonnement, etc. Et que toi tu vends un truc de voiture électrique, bah en fait, tu peux pas. Enfin, tu pourras pas le convaincre. En fait, le mec, il est déjà convaincu, il veut juste te challenger. Et en gros, au bout d'un moment, si tu veux, faut éviter les discussions dans lesquelles tu t'enlises, où en gros, tu viens jouer sur des petits arguments, etc. Si le mec, il pose une fois la question, tu lui donnes une réponse, et que le mec, il dit, ouais, mais non, parce que ceci, et ben, en fait, au bout d'un moment, faut vraiment pas s'enliser dans ce genre de situation. Et en gros, faut rapidement arriver à, bah, écoute, en effet, ce que vous dites a du sens. Donc, du coup, tu brosses dans le sens du poil. Ce que vous dites a du sens. En attendant, nous, on n'est pas d'accord pour telle et telle raison, mais ce que vous dites se justifie tout à fait, et voilà, fin de la discussion. Par exemple, je sais rien, mais quelqu'un qui va nous dire, on fait du réutilisable, mais quelqu'un qui va nous dire, oui, le recyclage c'est génial, etc., va dire, oui, mais en fait, le recyclage, en effet, il y en a que très peu qui sont recyclés. Après, il va dire, oui, mais moi, je les amène, etc., il va dire, bah oui, non, mais c'est génial, vraiment, c'est vraiment génial de les amener, etc., malgré, même si vous les recyclez, en fait, ça part dans un camion qui va à l'autre bout de l'Europe, ou maintenant, même dans une usine en France, mais en fait, ça rajoute des étapes, etc., il va dire, ouais, mais quand même, bon, bah, en fait, non, mais tout à fait, c'est très bien, il y a des gens qui recyclent leurs capsules, c'est génial, on est très content. En attendant, nous, on a envie de proposer une autre solution. On a envie que le réutilisable devienne plus facile, et c'est pour ça qu'on fait. Et fin du débat. Et tu t'enlises pas pendant 2 heures dans un débat recyclage versus réutilisable, parce qu'en fait, tu perds ton temps, quoi. Ensuite, j'ai mis, fais pas comme Unbottled, donne tes chiffres, donne tes marges. Dans les questions, je reviens après dans les questions qui viennent tout le temps, mais en fait, ils vont toujours te poser les questions de quelles sont tes marges, parce qu'en fait, personne n'investit dans un business s'il connaît pas les marges. C'est une réalité. Donc en fait, tout le monde doit y passer. Et en plus, le truc, c'est que tu vois, nous sur 1 heure et demie de tournage, c'est pas dit en fait que cet extrait soit passe à la fin dans le montage. Donc, t'as aucune raison de ne pas donner tes chiffres. Et en plus de ça, en fait, je connais pas de marque qui soit passée sur le plateau et qui ait donné ses chiffres et que ça ait posé un problème derrière. Qui ait donné ses chiffres et ses marges et que ça ait posé un problème derrière. Et en fait, Unbottled, qu'est-ce qui s'est passé? C'était saison 2, il me semble. Je crois que c'est ça, ouais, saison 2. Et en fait, Marc Simoncini, je crois, leur demande bah voilà, quelles sont vos marges. Et au début, ils disent non, on ne donne pas nos marges. Et ils disent, et du coup, les investisseurs disent bah comment ça, tu donnes pas tes marges? T'as cru que j'allais investir dans une boîte dans laquelle je ne connais pas mes marges? Et après, ils disent bah non, on donne pas nos marges, tu comprends, là on va chez Sephora, on peut pas donner nos marges comme ça, etc. Bon, bref, les investisseurs commencent à se foutre de leur gueule, ça commence à partir n'importe comment. Et à la fin, ils finissent par donner leurs marges. Donc en fait, ils ont un peu tout perdu dans le sens où ils ont donné leurs marges et en plus de ça, ils sont enlisés et ils ont perdu leur temps là-dedans. Et d'ailleurs, bah, là, c'était carrément une discussion de comptoir, c'est est-ce qu'il faut donner ses marges ou pas, quoi. Bon, en fait, bon, la réponse c'est donne des marges. Bon, la réalité c'est qu'aujourd'hui, Unbottled, c'est une marque qui fait, qui a une très belle réussite et malgré le fait que voilà, je pense qu'ils ont mal répondu à cette question. C'est pas parce qu'ils ont eu un passage sur le Mon Associé qui n'était pas à la hauteur de ce qu'ils auraient pu faire que pour autant c'est pas une marque qui a fait des merveilles ces dernières années et qui est pas assez énorme. Je crois que ça fait plusieurs millions. Je crois que c'est bon. Je vais pas donner de chiffres, mais c'est une belle marque. Dans les trucs aussi, c'est ne t'offusque pas. J'ai déjà vu des entrepreneurs où en gros, en fait, les investisseurs ils sont là aussi un peu pour challenger, quoi. Et si en fait quand on te challenge, tu deviens, je dirais pas agressif, mais presque en fait, et que tu deviens fermé et que tu t'accueilles mal la critique. Pareil, l'image que ça renvoie est vraiment pas dingue et il faut être assez détaché des critiques ou des trucs qu'on peut t'envoyer parce que sinon tu fais rien, quoi. Ça renvoie vraiment pas d'une bonne image. Bon, ensuite les questions qui viennent tout le temps. Les marges, faut répondre à cette question. Le chiffre d'affaires des années précédentes, le nombre de clients, si tu l'as pas donné, ils vont te le demander, c'est la même chose à chaque fois.
Le prévisionnel, en gros, c'est qu'est-ce que tu veux faire l'année précédente et en gros dans quel projet tu veux t'investir. Et le truc classique, c'est le concept de l'entrepreneur qui veut faire 50 trucs à la fois. Le truc classique, c'est non, en fait, commence par faire une chose bien, le reste on verra après. Donc c'est pour ça que j'ai mis ne pas s'éparpiller. Question classique, c'est et pareil dans le pitch, c'est bien si vous l'avez déjà mis en valeur, c'est à quoi va servir l'argent que vous demandez. Parce qu'en fait, vous vous dites, bah voilà, aujourd'hui on vous demande tant d'argent pour tant de pourcentage de la boîte. Et cet argent va servir à ceci. Donc, c'est toujours mieux en fait si vous arrivez à matérialiser à quoi va servir cet argent. C'est-à-dire que si vous dites, bah voilà, moi j'ai besoin de 50 000 euros pour financer une agence de conseil dans non, en fait, on comprend rien. Par contre, si tu dis, voilà, j'ai besoin de 50 000 euros pour acheter cette machine, et cette machine pour moi c'est critique, et si j'arrive pas à l'acheter, et bah, c'est un problème. Que ce soit plus ou moins vrai ou pas, en fait, j'ai envie de dire, peut-être que, enfin, ce qui est important en gros, c'est que les investisseurs en fait se matérialisent, se disent ok d'accord, c'est crédible, ok en fait là, l'investissement qu'ils me demandent va réellement servir à payer ce qu'ils ont demandé, et en plus de ça que le public, je pense, c'est aussi important que le public puisse comprendre en gros à quoi ça va servir cet investissement. Mais en fait si l'investissement, en gros si tu demandes 100 000 euros pour recruter une équipe de 10 personnes, en fait avec 100 000 euros tu recrutes pas 10 personnes, tu fais rien avec 100 000 euros et tu l'as pas matérialisé, et en fait c'est toujours déceptif quand les investisseurs te demandent à quoi va servir l'argent, et qu'en gros quand tu dis ce à quoi ça va servir, soit on ne se le représente pas, soit c'est complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité de ce que ça coûte vraiment. Ensuite, il y a les questions de compréhension. Ça, c'est si le pitch n'a pas forcément été assez clair, ou juste des questions clients classiques, comme sur n'importe quel produit, les gens ont des questions. Bah, en gros, c'est bah voilà, faut y répondre. Et pareil, en gros, c'est des questions. En fait, les questions des clients, c'est toujours les mêmes. Les questions des investisseurs, c'est toujours les mêmes. Les questions des partenaires, c'est toujours les mêmes. Donc là-dessus, je trouve que on doit pas avoir trop d'excuses. En fait, les questions, c'est tellement tout le temps les mêmes qu'il faut avoir des réponses qui soient bien définies. Et ça, c'est un travail qui a dû être fait en amont. Et faut être capable de répondre pour que ils comprennent vite et qu'on s'enlise pas à chaque fois. Pour moi, c'est une question claire, une réponse claire. On passe à la suite et on enchaîne les questions. Autre question aussi qui revient souvent, c'est les barrières à l'entrée. Donc ça, c'est un truc qui arrive souvent, soit sur les marques de cosmétiques, soit sur des marques très sur des marques, sur des trucs de gâteaux, des trucs comme ça, en fait, enfin, ils vont souvent sortir l'argument de oui, d'accord, mais en fait, si un géant veut te copier, qu'est-ce qui se passe? Bah, si un géant te copie, en général, c'est un problème, mais pas forcément, parce qu'en fait, un géant, ça a beaucoup d'inertie, et faut que tu sois capable de répondre là-dessus. Et par exemple, bah, si souvent là, ça va poser problème, c'est en fait si tu fais rien en propre, que t'as pas de brevet, que t'as pas de, qu'en gros, tu n'es que enfin, tu ne bosses qu'avec des intermédiaires, bah, en gros, techniquement, tu n'as pas le savoir en interne, et là, ça peut poser question. Par exemple, là, il y avait une marque de bijoux en diamant, diamant de synthèse, et en fait, c'est pas eux qui produisent les bijoux, donc techniquement, ils ne sont que créateurs. Alors, ça peut complètement suffire, mais c'est ça qui leur a fait qui a fait notamment peur à Eric Larchevêque. Donc voilà, bien être calé sur quelles sont les barrières à l'entrée. Ensuite, vous avez fait votre pitch, vous avez répondu à toutes les questions, donc là vous avez déjà fait 90% du travail, et arrive le moment des propositions. Et là, plusieurs choses. Déjà, les investisseurs vont ou pas vous faire des propositions, et si ils vous font des propositions, pour moi c'est un moment où c'est trop tard pour discuter la valo. Pour moi la valo, en gros, une fois que les investisseurs vous font des propositions, globalement ils vont plus ou moins toujours négocier la valo, d'où le fait d'arriver avec un billet d'ancrage qui soit un peu plus haut. Ok, donc je disais, il est trop tard pour discuter la valo. Techniquement, en fait, comme je disais, en gros, vous arrivez avec une valo un peu plus haute, ça fait un billet d'ancrage, du coup, il la négocie à la baisse. Mais techniquement, nous, par exemple, ils nous ont proposé une valo, en gros, plutôt que nous proposer 200 000 pour 8%, ils nous ont proposé 200 000 pour 15 ou pour 13%. Donc 13%, c'était Eric Larchevêque, et Simoncini et Bourbon, c'était 15%. Bon, en fait, à ce moment-là, en gros, tu peux passer de 15 à 13 si tu veux, mais tu peux pas repasser de 15 à 8. Enfin, en gros, à partir de ce moment-là, c'est juste mort. Enfin, ça aurait dû se jouer avant, et ça se joue aussi sur les chiffres, ça se joue aussi à la tête du client. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que nous, je pense que notre valo était vraiment pas déconnante. D'ailleurs, Larchevêque le disait lui-même. Je pense que la valo qu'ils nous ont proposée était clairement à la baisse, mais déjà plusieurs choses. Un, le deal, il peut se renégocier après le plateau. Et ensuite, en fait, une fois qu'ils t'ont dit qu'ils te proposaient pour 2 fois moins, en fait, ils vont pas revenir en arrière. Donc à partir de ce moment-là, il faut jouer avec ce avec quoi tu peux jouer. Globalement,
les deux trucs sur lesquels tu peux jouer, c'est tu peux dire, bah voilà, vous, votre valo, elle est à temps, mais du coup, moi, je veux vous laisser moins de pourcentage et du coup, récupérer moins, sachant que les investisseurs, souvent, veulent avoir plus que 10%, parce qu'à moins de 10%, ils se sentent pas impliqués dans un projet. Moi, mon postulat, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut pas chipoter pour 2%. En gros, on n'est pas plus ou moins 2%. En fait, c'est un gâteau qui grossit et en fait, plus ou moins 2%, c'est pas le sujet à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se, enfin, je trouve que c'est dommage de se prendre la tête avec un investisseur sur le plateau pour 2%. Tu sais pas comment il réagit, etc. Je pense que c'est pas le truc le plus important. Et pour moi, le truc le plus important qui arrive à ce moment-là, c'est quel investisseur tu choisis. Et je pense que c'est important dans le choix de l'investisseur de passer au-dessus de l'image publique. C'est-à-dire que il y a des investisseurs qui ont la cote, mais qui en fait en backstage ont beaucoup moins la cote, et inversement. Et du coup, au niveau du choix de l'investisseur, bah, faut prendre quand même pas mal de choses en compte. Déjà, il faut avoir en tête l'implication de l'investisseur derrière au niveau de ses projets. Donc par exemple, ce qui se dit, c'est que Simoncini a un investissement qui est assez aléatoire dans les projets. C'est-à-dire qu'il y a des projets dans lesquels il va pas mal s'investir et d'autres dans lesquels il va beaucoup moins s'investir. L'archevêque, j'ai entendu la même chose. Pareil, c'est des bruits de couloir, je sais pas trop ce que ça vaut, mais ça pour le coup, le coach qui vous prépare en gros sera même de vous dire quel investisseur est plus ou moins disponible, parce qu'en gros, il va récupérer les anciens, enfin les feedbacks de ceux qui sont passés avec eux précédemment, et il vous fait ce genre de feedback. Donc, en gros, est-ce que vous voulez quelqu'un qui ait beaucoup d'implication ou pas? Et ensuite, au niveau de l'expertise, bah, en fait, si tu vas avec l'archevêque, par exemple, bah, en fait, t'as un bon ingé, donc techniquement, il devrait pouvoir t'aider sur des trucs d'ingé. Là où si tu veux avoir Bourbon, bon, bah, techniquement, sur du produit, je pense qu'il sera pas très fort. Par contre, sur du market, et c'est le choix qu'on a fait, il l'est beaucoup plus. Un autre truc qui peut se faire en amont de l'émission, c'est en fait se renseigner sur les investisseurs, regarder leur podcast, regarder comment ils s'expriment, etc. Parce que si vous en choisissez un, vous allez être amené à travailler avec lui, et bah c'est toujours mieux si c'est agréable de travailler avec lui. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte à travers les podcasts et à travers les questions, enfin les interviews, pardon. Et autre chose aussi qui est pas mal, c'est en fait de contacter les boîtes dans lesquelles les investisseurs ont eux-mêmes investi pour choper du feedback. Ce qu'on a fait avec Anthony Bourbon. Et ben voilà, en fait, les retours de tous les mecs, enfin de toutes les boîtes dans lesquelles il avait investi étaient tous super positifs. Je connais pas d'entrepreneur qui m'ait dit en gros qui ait eu Anthony Bourbon en investisseur et qui disent que non, franchement, c'était pas, c'était une connerie quoi. J'en connais pas. Ça existe sûrement, mais j'en connais pas. Et voilà. Et moi, mon retour, par exemple, sur Anthony Bourbon, c'est que, bah, par exemple, en termes d'application, c'est juste abusé. On lui envoie un WhatsApp, il est hyper réactif, et je vais revenir dessus un peu plus tard. Donc maintenant, juste pour récap la partie tournage, donc en fait, il y a tout ce qui se passe avant le passage et tout ce qui se passe pendant le passage. Globalement, une fois que les questions-réponses c'est fini, vous avez encore potentiellement et une fois que vous avez validé les propositions, vous avez encore quelques plans éventuellement à tourner, vous avez quelques réactions. C'est un moment où moi, en tout cas, après 1h30 sur l'émission, j'étais complètement quand la prod me disait un truc, ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre, et vraiment, j'étais complètement lobotisé, je comprenais rien. Et pourtant, nous, ils nous avaient demandé de retourner quelques plans, ils te font une petite interview après pour voilà, savoir comment ça s'est passé, etc., récupérer ta réaction, et puis ensuite, tu peux y aller. Donc voilà, et pour récapituler le tournage, l'équipe de prod est vraiment trop cool. Elle m'est vraiment hyper à l'aise, et franchement, ils sont hyper bienveillants, etc. Et c'est pas, je sais pas, on peut avoir une image de la télé, je sais pas, avec des gens, enfin bref, qui seraient pas forcément très sympas, et pourtant l'équipe de prod est vraiment hyper cool, hyper intentionnée, et ça, franchement, ça fait plaisir parce qu'ils mettent vachement à l'aise. Et voilà pour la partie tournage. Maintenant, pour la partie due diligence, donc en gros, vous avez dit oui. Donc si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez une proposition que vous avez validée, vous avez dit oui à une proposition. Techniquement, l'investisseur ne va pas vous contacter directement. Souvent, il va vous contacter que quelques semaines plus tard. À ce moment-là, en fait, il va vous demander, souvent, en gros, ils bossent, enfin tout le temps en fait, ils bossent avec une équipe complémentaire. C'est pas eux en fait qui vont aller regarder dans vos business plans, dans vos tableaux, dans vos chiffres d'affaires, etc. C'est pas eux qui vont venir vérifier que vos chiffres sont les bons. Clairement, c'est pas eux.
Mais voilà, mais ils vont quand même vous demander pas mal de trucs, ils vont vous demander un maximum de choses, bilan comptable total. Donc ça, pareil, il faut être réactif, faut donner tout ça et ça va être décortiqué par leur équipe. Et ensuite, à l'issue de ce moment-là, et en gros, là, en fait, ils viennent vérifier que ce que vous avez dit sur le plateau, c'est vrai. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Ils vérifient que c'est vrai et voilà, ça leur donne des éléments, quoi. Ensuite, ils vous proposent souvent, enfin, nous, en tout cas, Anthony nous a proposé de se rencontrer en vrai, donc on allait chez lui. Et là, j'étais hyper étonné parce qu'en fait, techniquement, en fait, il nous proposait, enfin, en gros, j'ai capté à ce moment-là que le deal était pas. Enfin voilà, en gros, il nous a dit, voilà, si vous voulez rediscuter du deal, on peut rediscuter du deal. Si vous voulez revoir la valo à la hausse, si vous voulez lever plus, on peut discuter. Et en fait, là, tu as la deuxième partie de la discussion qui commence. Et en fait, c'est plutôt rassurant de se dire que en 1h30 sur un tournage avec des caméras pour la télé, en fait, le mec a besoin de plus d'infos que ça pour investir. C'est normal, donc c'est pour ça qu'il te demande pas mal de documents. Mais c'est aussi cool de voir que l'investisseur en fait est aussi conscient de ça et qu'en fait il peut, en fait tu peux rentrer dans une discussion intelligente qui en fait convienne à tout le monde à la fin pour que le deal arrive à ses fins et que ça convienne à tout le monde. Bon bref. Derrière, du coup, on a pu rediscuter du deal, on a pu partager différentes choses, etc. Donc, enfin voilà, il y a certaines personnes qui peuvent faire évoluer le deal ou quoi. Derrière, une fois que tu t'es mis d'accord sur un deal, que ce soit celui du plateau ou un autre, commence la partie paperasse et aller-retour avec les avocats. Donc là, en gros, techniquement, tout ça, ça prend 3 mois. Enfin, nous, ça nous a pris 3 mois. Pas mal d'aller-retour. Nous-mêmes aussi, on avait besoin en fait de se rassurer, c'est comment bosser avec ses avocats. On voulait quand même vérifier 2-3 trucs. Globalement, c'était très fair. Il n'y a pas eu enfin voilà, il n'y a pas essayé du tout de nous entuber. Je vais y arriver. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps à tel point que quand on est passé quand il y a eu le passage de l'émission sur M6, donc en janvier 2023, on n'avait toujours pas signé Enfin, en fait, Anthony n'était toujours pas actionnaire de la boîte. Donc voilà, ça prend du temps. Et comme ça prend du temps, ce qui se passe, c'est que alors nous, en fait, on lui avait donné notre parole, donc on voulait aller au bout du deal. C'est juste que voilà, il y avait 2-3 trucs sur lesquels il fallait qu'on se mette d'accord. Mais c'est assez courant en fait qu'il y ait des deals qui sautent parce que ils se mettent pas d'accord, l'investisseur et l'entrepreneur se mettent pas d'accord sur une clause, parce que l'entrepreneur est trop gourmand ou l'investisseur est trop gourmand. De toute façon, la répartition des torts est toujours partagée, ou en fait l'investisseur n'avait pas réellement envie de lever, c'est un truc qui arrive régulièrement, donc en fait il va être pénible sur une clause et du coup le deal va pas se faire parce qu'en fait ils n'étaient pas d'accord sur une clause qui était trop excessive ou quoi. Et voilà, donc en gros ça peut prendre 3 mois et voilà ce qui se passe. Donc ça c'est à vous de jouer. Ensuite, il y a donc nous en gros on a commencé à avoir l'accompagnement d'Anthony alors que il n'était pas encore actionnaire. Donc voilà, ça marche à la confiance, quoi. Donc nous, au niveau de l'accompagnement d'Anthony, pour faire un feedback vraiment très honnête, impressionné par la disponibilité du gars, c'est juste bluffant. L'autre jour, on lui a envoyé un WhatsApp pour lui demander un service à 21h40. À 21h41, il nous avait répondu. C'est assez dingue, alors qu'il gère je sais pas combien de boîtes. Donc ça, là-dessus, c'est quand même un retour que beaucoup d'entrepreneurs font sur Anthony. Il fait les mises en relation, tu lui demandes des mises en relation, il te les fait, hyper réactif, etc. Comme de bons conseils pour nous, à un moment, on avait besoin peut-être un peu plus de maturité, un peu plus de prendre le temps de poser les choses et d'échanger. Il a vraiment pris le temps, donc on a fait ce qu'on appelle des workshops. Donc en gros, on vient, dans les faits, on venait, ça a pu nous arriver de passer 3 heures chez lui dans sa journée, en gros pour échanger sur des problèmes, sur des sujets, etc. Sinon le format c'est plutôt 1h30 qui peut déborder jusqu'à 2 heures. Mais déjà en 1h30, si l'ordre du jour a bien été fait, ça permet d'aborder pas mal de sujets, des sujets de recrutement, des sujets de marketing, d'image de marque. Et après on lui a demandé pas mal de services. Par exemple, il est venu sur l'une de nos conférences de presse. Pas mal de trucs comme ça sur lesquels en fait il est quand même assez enfin vraiment on s'attendait pas à ça, enfin à ce niveau de disponibilité et d'implication en fait de la part d'Anthony. Donc pour nous c'est voilà, je pense qu'il faut passer au-dessus du personnage public d'Anthony qui peut être
le personnage public d'Anthony, voilà, il y a des personnes qui n'accrochent pas du tout avec, parce qu'il voilà, c'est un personnage qui est clivant, et une partie en fait de sa notoriété sur les réseaux se fait aussi parce qu'il est clivant, donc du coup ça devient, enfin, ça fait de la réaction, c'est organique, etc. Mais en fait la réalité c'est que derrière le mec est super smart, et qu'en fait c'est un mec qui, enfin, nous voilà, c'est ça, dans nos craintes on avait la crainte que en gros du jour au lendemain il passe en mode gourou, nous dire voilà, en fait si tu bosses pas de 6h à 23h, t'as rien compris, je vais venir vérifier que tu bosses de 6h à 23h, etc. En fait non, pas du tout. En gros c'est les gars, vous êtes arrivés là par vos propres moyens, donc techniquement si vous savez travailler, bon bah voilà, il nous a foutu la paix, et en fait il est pas du tout invasif, et etc., comme ce qu'on pouvait se l'imaginer. Donc voilà, retour vraiment très positif sur Anthony, et même mon associé, donc Jean, qui avait pas mal voilà, qui voulait vraiment pas d'un gourou qui lui explique la vie. L'un des premiers trucs qu'Anthony nous a dit, je suis un peu long sur Anthony, mais l'un des premiers trucs qu'Anthony nous a dit, c'est les gars, moi je voulais dire des trucs, mais je prétends pas avoir la vérité absolue. De temps en temps, vous allez prendre des décisions, alors que je vous aurais donné un autre conseil, et en fait c'est vous qui savez, c'est vous les entrepreneurs, c'est vous qui faites vos erreurs ou pas, et c'est vous qui savez, donc en fait à la fin ça vous appartient. Et je trouve que c'est quelqu'un qui part du principe que qu'il y a pas, que c'est pas la vérité absolue, c'est toujours bien, je trouve. Donc voilà pour la parenthèse Anthony. Ensuite, il y a toute la partie bien préparer le passage. Donc le passage sur l'émission, c'est en janvier. J'arrive dessus, hop. Et pas mal de trucs très très concrets sur comment bien préparer tout ça. Donc, faut avoir en tête que en fait l'émission va vous dire. Alors en fait, l'émission peut commencer en janvier, mais elle peut commencer la première semaine de janvier, elle peut commencer 2 ou 3 semaines. Cette année, ça a commencé plus tard que l'année précédente. Nous, c'était le 5 janvier 2023. Et en gros, on avait été prévenus juste avant Noël, je crois, ou juste après Noël. Donc en gros, on était prévenus une semaine avant qu'on allait passer dans le premier épisode. Et je sais plus si on avait l'ordre de passage, mais voilà. Faut s'attendre à un gros pic de trafic. Donc nous, on a eu 60 000 personnes la première journée sur le site, et pour ça il faut le bon CMS. Donc CMS, c'est quoi? C'est Shopify, PrestaShop, Wix, ou ce genre de trucs. Et globalement, pour moi, pour un e-commerce en 2024, faut être sur Shopify ou Magento, ou ce genre de trucs, mais pour moi c'est un peu perché. Mais pour toutes les marques qui se lancent, pour moi faut aller directement sur Shopify. Et avec Shopify, en gros, vous pouvez dormir sur les 2 oreilles, parce que le site il va tenir. On a eu pas mal de relais presse avec des gros pics d'audience hyper concentrés, et à chaque fois Shopify, on n'a jamais eu de problème. Donc vraiment faut pas déconner là-dessus, faut vraiment CMS. Ensuite, c'est bien de bien communiquer en amont, donc auprès de vos fournisseurs, auprès de vos partenaires, dire voilà, on va passer sur l'émission, etc. De bien les chauffer, qu'ils soient bien conscients de tout ça, vos clients, vos prospects, et surtout les prospects, parce que en fait il y a beaucoup de gens, en fait, je sais que il y avait des gens, ça fait 6 mois que j'ai envoyé des mails toutes les 2 semaines, qui me répondaient pas. Donc au bout d'un moment, tu vois des mails, coucou, c'est encore moi. Voilà, t'espères un jour avoir une réponse. Et le soir de l'émission, le lendemain, et ben ils me disaient je suis vraiment désolé, on était vraiment débordés, on n'avait pas le temps de vous répondre. Et là d'un coup, comme on est passé sur l'émission, d'un coup les gens ont envie de te répondre. Donc c'était quand même assez confortable. Donc voilà, faut pas hésiter à bien communiquer en amont, pardon. Ensuite, au niveau de la stratégie CRM, donc c'est au niveau des mails. Pareil, un bon e-commerce, l'ordre de grandeur, c'est faire entre 20 et 30% de son chiffre d'affaires sur du mail. Donc c'est un ordre de grandeur, ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites 15% que vous êtes mauvais, ou que vous en faites 40 alors si vous en faites 40, c'est peut-être qu'il y a un problème, mais bon, bref. Voilà, en fait le mail aujourd'hui pour un e-commerce, c'est hyper important. Si vous n'utilisez pas vos mails, si vous n'avez pas de flow automatique, si vous faites pas de newsletter, en fait vous passez à côté de beaucoup de chiffre d'affaires. En plus la mail c'est gratuit, donc faut vraiment avoir une bonne stratégie CRM là-dessus. Et faites-vous accompagner d'un freelance ou d'une agence. Ça vaut la peine d'aller dépenser 2-3 000 euros, vu les retombées qu'auront votre passage. Ça vaut largement la peine d'investir un peu en amont, se mettre un peu dans le rouge, parce que vous allez avoir un ROI assez dingue. Pareil au niveau des ads, pareil, passer par une agence, passer par des pros, essayez de pas faire les trucs vous-même. En fait, les erreurs que vous allez faire. En gros, sur les ads, faut pareil sur Meta, etc., sur Google et tout, vous passez par une agence, vous passez par un free, ou vous passez par quelqu'un qui vous fait ça bien, mais le faites pas vous-même, parce que vous allez faire des erreurs, et c'est des erreurs qui vont vous coûter cher. Nous ont coûté cher, et je vais revenir dessus un peu après.
Planning sur communication LinkedIn, etc. Pareil, faut tout ça soit prévu. S'il y a bien un truc à faire aussi, c'est bien optimiser le parcours client en amont. Donc en gros, faut travailler le click rate optimization. Donc pour ça, voilà, pareil, il y a plein de freelances, il y a plein d'agences qui vous proposent de clarifier votre offre, d'essayer de simplifier au maximum le parcours d'un nouveau client qui arrive sur le site, puisqu'en fait, il faut que entre le moment où un client arrive sur le site et le moment où il a renseigné ses informations de paiement, il y ait le moins de points de friction entre chacune de ces étapes, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup d'étapes. Donc du passage de la page d'accueil au menu, à la page catégorie, à la page produit, au panier, au checkout. Il y a quand même beaucoup d'étapes, et sur toutes ces étapes-là, en fait, il y a quand même pas mal de best practice à mettre en place, et ça peut vous faire des améliorations de conversion quand même assez conséquentes. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut bien avoir préparé en amont. Pareil, passer par un prestat. Je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre 10 000 € de budget en amont sur toutes ces prestats-là. Ça en vaut vraiment la peine. Ensuite, avoir une offre qui est ton associé limitée dans le temps. En fait, vous allez avoir un passage, vous allez avoir beaucoup de trafic, beaucoup de curieux, mais beaucoup de trafic. Et je pense que c'est le moment, si vous voulez, d'avoir une offre promo liée à qui est ton associé, limitée dans le temps, parce que c'est quelque chose qui va avoir un gros impact sur vos ventes. Ça va créer ce qu'on appelle de la FOMO, Fear of Missing Out, avec un accent pas possible. Mais voilà, c'est un truc à bien prévoir. Et c'est bien en fait si vous connaissez cette offre et que cette offre a déjà fait ses preuves dans d'autres circonstances, parce que ça aura un gros impact. Comme vous avez beaucoup de trafic, en fait, chacune des actions que vous allez mettre en place auront forcément, les résultats seront forcément décuplés. Et ensuite, prévoir les stocks, toujours la classique. Donc débrouillez-vous, faites un emprunt, mais débrouillez-vous en termes de trésor pour avoir eu le temps d'investir dans tout ça. Je vous dis 10 000 € sur toutes les prestats, e-commerce, CRM, ads, etc. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Et au niveau des stocks, mettez-vous dans le rouge pour avoir les stocks et pour pouvoir livrer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Un point que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est que il suffit pas en fait d'avoir été sélectionné, il suffit pas d'avoir tourné pour que le passage soit divulgué, pour que le passage passe sur M6. Il y a des passages qui ne passent pas chaque année. Ce que me disaient des membres de la prod, c'est que voilà, en fait, si le passage est humiliant pour l'entrepreneur, parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé sur le plateau, le passage ne passera pas. Si le passage est plat, en fait, il se passe rien. Apparemment, il semblerait qu'il y ait des projets dans lesquels, en fait, en gros, en 20 minutes, c'est fini, parce qu'en fait, ils avaient rien à se dire, quoi. Donc, en gros, ils ont un peu perdu leur temps et en fait, ils pourront rien faire. Et d'où l'importance, si vous voulez, d'avoir des réactions de la part des investisseurs, des réactions. Enfin, en gros, faut que votre passage soit vivant, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un effet waouh, quoi. Pour maximiser vos chances d'avoir un passage qui du coup soit télégénique et que du coup la prod retienne vos rushs pour le passage. Autre truc que j'ai pas dit au moment du tournage, c'est un truc qui est marrant, mais les investisseurs, ils savent, en gros, c'est un exercice qu'ils font depuis un moment maintenant, et en fait, ils savent que il y a des cuts au montage. Globalement, le montage est assez fidèle, donc je reviens dessus juste après, mais le montage est assez fidèle. Les investisseurs savent que leurs passages seront cotés, etc., et qu'en fait, la prod va garder les punchlines, la prod va garder les éléments un peu qui sortent de l'ordinaire, et que plus ils vont être synthétiques, mieux ce sera. Et pendant le tournage, j'ai vraiment capté des moments où l'investisseur nous parlait pas forcément à nous, mais en fait il parlait directement aux caméras, il parlait directement aux spectateurs, et en gros il s'écoutait parler, quoi, pour le dire très clairement. Et c'est marrant, et c'est important en fait dans les investisseurs. Il y a des investisseurs voilà, où je sentais en fait que le gars il nous parlait pas à nous, en fait il faisait son image de marque grâce à l'émission, et en fait techniquement on l'intéressait pas réellement en réalité, malgré tout ce qu'il pouvait dire, on n'était pas réellement intéressant pour lui. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Les investisseurs, pour eux, cette émission c'est aussi un tremplin pour eux, c'est aussi une vitrine pour eux, donc ils en jouent, et du coup c'est surtout, donc il faut avoir conscience, et ça peut être parfois un petit peu étonnant. Au niveau du passage. On est très fiers de vous présenter Casmi. Ça, par exemple, c'est un packaging d'ingénieur. Exactement. Le suspense. Bon, non, c'est déjà issu, mais. Il faut juste choisir qui on voudrait, quoi. Soit Marc Simoncini, soit l'archevêque, soit son Dormont.
Bien. Tu sais qu'il n'y a plus une personne qui vient chez moi sans faire son shaker avec ta solution, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le choix. Comme je bois pas de café et que j'ai le shaker, je veux le rentabiliser même si je l'ai pas payé. Et je veux que tout le monde utilise ça, quoi. Et là, j'ai pris le coup de main, tu verrais ça, clac clac, une main, je te colle l'opercule comme si de rien n'était, quoi. Voilà, ça fait une semaine qu'on est passé sur Qui est ton associé. Franchement, c'était une semaine de ouf. On a reçu des montagnes d'amour sur les réseaux sociaux, on essaye de répondre à tout le monde, c'était génial. On a reçu un énorme pic de commandes aussi sur notre site qu'on a super bien géré et anticipé. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner et restez connectés parce qu'on a prévu du gros lourd en termes de communication pour les mois qui arrivent. À la prochaine. Alors, voilà, en gros, vous êtes prévenus 2 semaines en amont. Il y a des boîtes qui vont tenter une com pendant le tournage. Donc, en gros, pendant le passage, pardon. Donc, il y a une boîte de cookies cette année qui avait Bourbon et Tony Parker en investisseurs. Et ils ont Anthony Bourbon et Tony Parker et peut-être Éric Larchevêque, je suis pas sûr, mais peut-être, sont venus regarder l'émission chez eux. Donc c'était un peu, alors je sais pas comment ils ont obtenu ce coup de com, mais ils l'ont eu, et mine de rien derrière sur LinkedIn ça a quand même fait pas mal de likes, même sur Instagram, ce genre de trucs. Donc c'était vraiment voilà, c'est un truc que vous pouvez essayer. Le meilleur moment pour passer, c'est avant la pub. Alors là cette année, je sais pas ce qui se passe, mais il y a une pub toutes les 10 minutes. C'est bon. En tout cas au moins sur la deuxième partie. Nous, la première partie, il n'y avait pas beaucoup de pubs. Et en fait, statistiquement, en fait, les boîtes qui ont fait le plus de chiffre d'affaires, c'est des boîtes qui sont passées juste avant la pub. Pourquoi ? Parce que, en fait, pendant la pub, les gens ne regardent pas la pub, les gens sortent leur téléphone, vous regardez le site de la marque, et techniquement, c'est là que vous avez beaucoup de trafic, que vous remplissez les cookies, et qu'en gros, vous remplissez les audiences sur Meta, et que derrière, vous allez pouvoir faire beaucoup de retargeting, etc. Le montage, il est quand même assez fidèle. Nous, il n'y a rien qui a été dénaturé, c'est-à-dire qu'il y a eu 1h30 de tournage, il y a 20 minutes qui sont retenues. Alors, au niveau du montage, ils mettent de la musique, ils accentuent. C'est-à-dire que s'il y a des moments où c'est un peu waouh, ils vont mettre des musiques. Enfin, en gros, si votre passage c'est des collines, ils vont en faire des montagnes. Et si votre passage et voilà. Et en gros, c'est tout ce qu'il faut avoir en tête. Ils vont augmenter le contraste grâce à la musique et grâce au montage. Mais globalement, c'est quand même assez fidèle de ce qui s'est passé. Dans ce qui a été retenu, je sais que nous, il y a des passages où il y a notamment Jean-Pierre Nadir qui avait dit des choses. Et qui n'ont pas été retenus au montage. Et je pense que c'était tant mieux pour lui que ça n'ait pas été retenu au montage. Mais voilà, en fait, il y a des trucs où tu entends, voilà, en fait, c'est parce qu'il y a un truc qui... En fait, la prod fait ses choix derrière, et il y a des passages qui sont retirés parce qu'il ne peut pas tout mettre. Et de temps en temps, c'est à l'avantage des investisseurs, de temps en temps, c'est à l'avantage des entrepreneurs. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Mais voilà, nous, en tout cas, c'était vraiment assez fidèle, mine de rien. Il y a juste des passages... Je sais qu'il y a un passage où j'ai une tête, ça me fait halluciner, j'ai une tête de gros bonnet, et la prod a vachement insisté dessus, mais bon, visiblement c'est la tête que j'avais, donc voilà, ils ont bien insisté dessus, et ils l'ont remis dans Que sont-ils devenus, donc voilà, c'est vraiment ce passage où j'ai une tête de gros bonnet, gros de naïf. Bon voilà, il aime ce passage, donc ils insistent dessus. Et, bon voilà, c'est parti du jeu, quoi. Maintenant, parlons des retombées. Alors il y a deux types de retombées. Il y a les retombées qui sont des retombées B2B. Alors là, pas mal de choses, ça accélère pas mal de choses. C'est vraiment un truc sur lequel je sais que Papépi avait fait alors, je crois qu'ils avaient en gros sur le plateau qui était du coup en septembre, ils avaient dit qu'ils étaient chez Monoprix, alors qu'ils n'étaient pas chez Monoprix. Et ensuite, ils sont allés contacter Monoprix en disant écoutez, là il y a 2 millions de spectateurs qui vont entendre qu'on est chez Monoprix, donc maintenant il faut nous référencer. Et du coup ils se sont fait référencer comme ça. Bon, voilà, c'est une manière de faire, donc soyez créatifs. Nous on l'avait pas joué comme ça, mais on avait quand même bien mis en amont, on avait bien prévenu Nature et Découverte, etc., qu'on allait passer pour qu'ils passent les commandes, qu'ils soient pas en pure de stock aussi, etc. Et voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui se débloquent avec ça. Il y a beaucoup de torréfacteurs qui nous ont contactés, parce que nous c'est en partie la cible. Et voilà. Maintenant, au niveau du B2C, let's go sur Shopify. Là, c'est que c'est marrant. Donc là, on va commencer par le trafic. Donc, ok, donc c'est un peu plus que ça quand même. Donc en gros, le soir même, donc c'était le 4 janvier en fait, notre passage. Le soir même, on était à 53 000 visites. Donc voilà. Donc un mois avant, on était à 927 visites. Donc c'est quand même assez vénère. Le lendemain, on était à 20 000 visites. Le jour d'après, on était à 8 000. Et ensuite, ça baisse. Hop, je vous laisse regarder.
voilà, petit à petit, ça baisse. Mais voilà, on a quand même eu x3 en termes de visites par rapport à, en moyenne par rapport à ce qui se faisait avant. Et petit à petit, à la fin du mois, boum, ça se casse la gueule. Alors, ça c'est en termes de visites. Maintenant, le chiffre d'affaires. Donc là, c'est là que pareil, c'est quand même marrant. Donc là, vous voyez un peu le chiffre d'affaires qu'on faisait avant. Vous voyez, donc là, on arrivait quand même à 1000, enfin, on faisait entre 2 et 3000 par jour. Le soir même, on fait 40 000. Donc il y a des marques qui le soir même vont faire 100 000 euros, donc c'est quand même assez vénère. Donc voilà, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend de, je pense que le chiffre d'affaires, ça dépend de pas mal de choses. Donc déjà, ça dépend du potentiel de votre produit, hein, tout simplement. Ça dépend du point auquel votre produit est accessible, parle à tout le monde. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est sur des gens qui ont des machines Nespresso, donc c'est pas tous les spectateurs. Là où par exemple Dijon qui en gros, Dijon qui fait des compléments alimentaires qui fait des probiotiques pour restaurer en gros la flore intestinale. Techniquement, statistiquement, il y a beaucoup de monde en gros à mal au ventre, donc peut-être que ça parle peut-être un peu à plus de monde. Il y a Frogies aussi qui avait fait des belles perfs. Pareil, en gros, eux ils font des smoothies. Et eux, pareil, ils ont eu des chiffres assez monumentaux. Je crois que eux, ils étaient passés juste avant la pub. Pareil, ça c'est super cool parce que ça permet en fait de récupérer plus de trafic sur le site. Et en plus de ça, en termes de chiffres, je crois qu'ils étaient sur un panier moyen qui était plus petit que le nôtre, donc c'était peut-être plus facile de convertir. Mais voilà, en fait, c'est plusieurs choses. C'est le potentiel du produit, le moment auquel vous passez, le positionnement. En gros, est-ce que vous parlez à toute l'audience ou pas, et pas mal de choses. Donc voilà, donc nous on a fait 40 000, il y en a qui arrivent à faire plus, il y en a qui font moins. Donc nous en gros on va dire que je pense qu'on est plutôt on est quand même dans les gros passages, mais on n'est pas on n'a pas tout explosé comme un Respire, comme un Dijon, comme un Fruits. Je crois qu'on est quand même bien en dessous. Mais voilà, ça fait quand même plaisir hein, d'avoir des chiffres comme ça grâce à l'émission. Donc ça c'est merci M6 hein. 40 000, 20 000 le lendemain, ensuite on redivise. Et après, ça stagne, et puis petit à petit, hop, on arrive, boum, et des trucs comme ça. Sachant que le mois d'avant, c'est le mois de Noël. Donc là, par exemple, ça va être intéressant, c'est à partir du 20 janvier, vous comparez par rapport au 20 décembre. Hop, peut-être qu'il y avait des newsletters là, je pense. Mais voilà, globalement, on avait fait en gros un bon x3. Donc vous voyez, là, par exemple, là, bah oui, forcément, à Noël, vous voyez, on fait pas de chiffres. Hein, 24 décembre 2022, 312 euros, c'est une petite journée. Donc voilà, en gros sur les chiffres. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a fait une grosse erreur. Une grosse erreur, oui, dans le sens où en fait on faisait les choses nous-mêmes et que du coup on avait des problèmes dans nos ads. On avait mal géré notre truc, notre site n'était pas bien compréhensible. Donc tout ça en termes de taux de conversion, c'était pas dingue. Alors on avait une offre qui a vraiment bien pris, mais après on a eu un autre passage presse en mars, il me semble. Donc voilà, en gros, si vous voulez, au bout d'un mois, ça revient beaucoup plus bas qu'avant. Et en fait, on a eu un autre passage presse qui était sur France 2, donc le 18 mars. J'étais de France 2, beaucoup plus compact le format, c'était 2 minutes, 2-3 minutes, un truc comme ça. Et en fait, on a fait beaucoup plus le soir même, on a fait moins de chiffres, mais en fait, dans le fond, on a fait plus de chiffres parce que alors déjà c'était un week-end, c'était un samedi, donc forcément le dimanche les gens avaient plus de temps pour revenir sur notre site que forcément là on a un mercredi, un jeudi, bon d'accord. Donc là samedi dimanche, donc forcément le dimanche ça fait plus de chiffres. Mais derrière en fait on a été capable de beaucoup mieux maintenir le volume de chiffre d'affaires parce que nos pubs étaient beaucoup plus performantes sur Meta, parce qu'en fait on avait des gros problèmes d'exclusion d'audience, qui faisait qu'en fait quand on faisait de l'acquisition sur Meta, en fait on faisait du retargeting, et du coup quand on dépensait de l'argent et en plus de ça nos événements étaient comptés x2, c'est-à-dire que quand Meta nous disait qu'on avait fait 2 achats, en réalité on n'en avait fait qu'un seul. Donc en gros, quand on pilotait notre budget, on le pilotait vraiment n'importe comment. Donc en gros, nous on a commencé à bosser avec StrideUp début février, et en fait quand on a eu le passage sur France 2, on a vraiment vu la diff. Et ça, c'est bien un truc qu'on peut pas reprocher à StrideUp, c'est de bien avoir géré ce passage sur France 2, et derrière en gros d'avoir, alors on va prendre une fenêtre un peu plus large, mais d'où en fait l'importance de bosser. En fait, bosser avec des experts, ça coûte plus cher, mais en fait, ça vous coûte encore plus cher de pas le faire. Donc en gros, c'est à peu près ça la conclusion. Et là, en fait, si vous voulez,
Là, c'est que c'est assez flagrant. C'est-à-dire que là, ici, vous avez le premier mois, donc qui est un associé, ça se casse la gueule parce qu'on fait ça à la mano par nous-mêmes. France 2, donc en fait, on fait plus de cash sur le mois, alors que le passage rapporte moins. Et en fait, on arrive à beaucoup mieux maintenir la tendance parce que tout est mieux géré. L'emailing, du coup, c'était géré par, enfin, c'est toujours d'ailleurs géré par Email Club. Et voilà. Et du coup, en termes de CRM, bah, tout était beaucoup mieux foutu. Et vous voyez, même sur les mois creux, comme un mois creux comme juillet, on était au-dessus du mois de février. Alors février, c'est un petit mois en e-com, mais juillet, c'est pas un mois particulièrement gros en e-com non plus. Et donc voilà, ça vous coûte cher de pas faire les choses bien, quoi. Donc si je récapitule les retombées assez dingues. Franchement, c'est une opportunité de dingue d'un point de vue business, d'un point de vue juste accompagnement. Bah en fait, rencontrer Anthony, il nous a pas permis en fait c'est lui en fait qui nous a poussé derrière à bosser avec des agences, etc. Et ça, bah mine de rien, on a quand même bien vu le résultat. C'est lui qui nous a poussé à recruter et pareil, ça a été voilà, c'était juste essentiel. Donc déjà juste avoir quelqu'un dans notre actionnariat comme Anthony, pour nous c'était génial. Et le passage tel qu'il était, bah pareil, c'était une opportunité business de dingue. Et voilà, donc en fait, on est quand même hyper reconnaissant envers M6 parce que c'était une belle opportunité. Maintenant, que sont-ils devenus? Donc ça c'est on est passé dans que sont-ils devenus donc hier soir quand je filme cette vidéo. On est passé donc dans le dernier épisode, donc là aujourd'hui nous sommes le 7 mars, donc on est passé dans le dernier épisode de la saison 4. Et je vais revenir sur quelques points sur la partie tournage et sur la partie retombée. Donc au niveau du tournage, en gros, faut se donner, il faut être réactif et il faut raconter une belle histoire. Donc c'est un peu comme c'est un peu tous les mêmes éléments qu'il faut pour le premier tournage, sauf que c'est le deuxième tournage. Et en gros, faut vraiment faciliter la prod parce que bah ils sont limités en termes de budget, donc en fait ils peuvent pas demander à une équipe de venir te filmer pendant 4 jours. Donc nous, il y a pas mal de plans dans Que sont-ils devenus qu'on a filmé nous-mêmes. Donc tous les plans, si vous regardez le passage, si vous le retrouvez, où on est dans une espèce d'atelier où on voit Jean en train de travailler, où on voit Jean avec son diplôme, ce genre de trucs. Ça, c'est des trucs qu'on a fait en fait au smartphone, vraiment avec un smartphone classique, au format paysage. Et franchement, quand j'ai vu passer ça à la télé, je me suis dit, ah oui, en fait, ça sert à rien d'avoir des caméras de dingue parce que visiblement, une qualité smartphone, ça fait largement le travail. On leur avait donné aussi des images qu'on avait faites pour une campagne de précommande en plus. Et derrière, en fait, ils refont un condensé du passage. Donc, en fait, ils font un résumé du passage qui est franchement bien fait, bien foutu. On a eu 10 minutes de passage. Donc, c'est juste énorme pour un Que sont-ils devenus, je trouve. C'est-à-dire que le premier passage, on a eu 20 minutes. Le deuxième passage, on a 10 minutes. Je trouve ça assez dingue. On est passé super tard parce que cette année, les passages Que sont-ils devenus étaient beaucoup plus tard que l'année précédente. On est passé à 23h30, quelque chose comme ça. Il y a eu une pub au milieu de notre passage, donc ça c'est trop bien parce que là on a vu on a eu un pic de trafic monumental lié à la pub. Et mine de rien, même s'il était 23h30, même s'il y avait beaucoup moins d'audience et même s'il y avait moins de trafic, d'un point de vue business, en fait, comme tout était de notre côté, on était mieux préparé parce qu'on avait des meilleurs ads, on avait un site qui a été refait, qui était beaucoup mieux foutu, on avait un bien meilleur parcours client et que tout était beaucoup mieux pensé. En fait, d'un point de vue business, c'était quand même très intéressant. Donc, je vais vous montrer ça. Là, en gros, il est à peu près 18h quand je fais cette vidéo. Et en gros, on a fait 25 000 depuis le passage. Si vous regardez ici en termes de vente, il y a le soir à 23h minuit, où en gros, on fait un peu plus de 10 000. Et aujourd'hui, où c'est une journée où ça se passe quand même pas trop mal. Donc, on va regarder les visites aussi. Voilà, les visites, donc sur moins de 24 heures, là on est à 34 000 visites, 35. Donc voilà, c'est quand même pas ridicule pour un Que sont-ils devenus. Nous, on s'attendait vraiment pas à ça. Donc en fait, on est carrément à 30 000. C'est quand même assez vénère. Pour un Que sont-ils devenus, moi je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'on ferait 10 000 de chiffres et pas plus. Et en fait, si ça, donc comme quoi, un Que sont-ils devenus, ça a quand même de la valeur. Et c'est quand même très sympa. Donc là, j'ai pas toutes les retombées. Je pense que à la fin, je pense qu'on va encore faire 20 000. Donc en gros, ce sera un passage à 50 000 euros. Bon, bah ça fait quand même plaisir. Hein. Ça fait du bien à la fin du mois. En plus, c'est de l'acquisition gratuite dans le sens où on n'a pas à payer Meta en gros pour avoir ces chiffres-là. Donc ça fait plaisir. Mais voilà, en gros, un peu pour les ordres de grandeur. Alors comme vous l'aurez remarqué, on n'a pas beaucoup de pudeur chez nous avec les chiffres. Voilà, parce qu'en fait aujourd'hui, on considère que on n'a pas raison de se cacher et en plus ça peut rendre service, c'est avec plaisir.
et ça permet d'avoir les ordres de grandeur de ce qu'il y a derrière. Parce que non, on fait pas 1 million sur une soirée qui est mon associé, enfin du moins pas encore. Mais on fait pas non plus 300 €. Donc voilà, comme ça vous avez les ordres de grandeur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu long. Dites-moi si ça vaut la peine que je fasse d'autres vidéos comme ça. Pour moi, l'intérêt, c'est que ça demande assez peu de montage, donc c'est assez rapide à faire. Donc c'est facile de faire plusieurs vidéos de ce type-là. Si c'est intéressant pour vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça m'aidera quand même pas mal, surtout que c'est une première vidéo. N'hésitez pas à la partager aussi. Et si c'est nul, n'hésitez pas à le dire non plus. Donc voilà, comme ça, je perds pas mon temps plus longtemps. Merci à vous et bon courage si vous postulez à l'émission. C'est vraiment une opportunité de ouf et j'espère que vous arriverez à la saisir si c'est ce qu'il faut pour vous. À la prochaine.